Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'heure de fourche. Avec cette thématique aujourd'hui, celle de l'éveil aux langues. Alors c'est une discipline encore toute récente et qui s'adresse aux plus jeunes élèves et dont le but général, je vais vous le teaser en quelques secondes ici sans rentrer dans les détails, c'est de davantage ouvrir les jeunes à la diversité des langues, leur permettre d'en découvrir certaines, de les explorer, de les comparer aussi, on reviendra sur cette notion, sans qu'il soit question d'apprentissage de la langue au sens propre. Mais qu'est-ce que vraiment cet éveil aux langues? Quels en sont le ou les objectifs? Et comment est-ce qu'il se traduit dans la pratique dans les classes? Pour en parler, on a accueilli ici Christine Rosen. Bonjour. Bonjour. Et Catherine Deroux. Alors, bonjour. Vous êtes respectivement institutrice maternelle et primaire au collège Notre-Dame de Basse-Wavre. Et toi, Christine, tu t'es occupée pendant 6 mois de promouvoir ce projet de l'éveil aux langues dans les écoles. Et alors, Catherine, toi, tu es conseillère en langue au CEGEC. Exactement. Bonjour à toutes les deux. Et on est parti ici pour une petite demi-heure, finalement, de discussion sur ce qu'est l'éveil aux langues. Donc, justement, la première question qui me vient ici, c'est que c'est une discipline qui est encore toute récente, finalement, l'éveil aux langues. Qu'est-ce que c'est exactement l'éveil aux langues? Est-ce qu'on parle d'apprentissage de la langue, comme j'ai dit avant, ou est-ce qu'on vraiment est dans la découverte de ce que c'est les différentes langues modernes? Alors, l'éveil aux langues, c'est certainement pas apprendre une langue. C'est pas non plus apprendre ni découvrir toutes les langues, mais c'est ouvrir l'oreille des enfants à toutes sortes de sonorités différentes pour préparer un terreau qui permettra après d'asseoir une langue seconde à partir de la 3e primaire. Alors, c'est intéressant de le faire à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, les enfants sont très réceptifs à des sons qui, quelque part, le spectre de réception des sons est beaucoup plus large chez les petits-enfants que chez des adultes. Et donc, on profite de cette fenêtre d'ouverture pour les ouvrir à toutes sortes de sonorités qui pourront après les aider à asseoir des nouvelles langues. Oui, c'est ça. Donc, les sonorités différentes qui viennent finalement des prononciations des mots différents, des lettres des différentes langues qui sont complètement différentes de la nôtre. Comme ça, j'ai envie de donner un petit exemple. Je ne sais pas si vous en avez en tête qui vient de ces petites sonorités ou de ces noms différents avec un exemple pratique. Est-ce que c'est possible d'en avoir un comme ça? Plus généralement, les langues slaves, par exemple, font appel à des sons très très variés. Donc le spectre de fréquence des sons d'une langue slave est beaucoup plus large que dans la langue française, par exemple. Et donc, exposer des enfants à des langues slaves, c'est leur donner la capacité d'entendre un son qu'ils entendent moins quand ils parlent français, quand ils entendent parler français autour d'eux. Et donc, on leur dit, tiens, en dehors des sons que tu entends tous les jours, que tu vas pratiquer, ou que tu pratiques, il y a d'autres sons, et que tu vas peut-être les découvrir plus tard. Oui, c'est ça, c'est vraiment donner le goût de la découverte, de s'intéresser forcément à d'autres cultures, parce qu'à travers la langue, c'est surtout des cultures différentes aussi auxquelles on ouvre les élèves. Oui, pour compléter ce que Catherine vient de dire, je dirais aussi que l'éveil aux langues peut aussi se faire à l'écrit. Il y a une énorme richesse de lettres qu'on ne connaît pas, d'autres alphabets qui sont aussi à découvrir. Et par l'écrit et par l'oral, en même temps, on découvre aussi des nouvelles cultures qui sont proches ou lointaines de la nôtre. Et ça, c'est aussi une richesse de l'éveil aux langues qui est proposée aujourd'hui. Dans les lettres différentes de la nôtre, il y a par exemple le O barré, ce qui est assez connu, ou alors je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce en allemand, mais Umlaut. Voilà. Oui. Et mais il y a même encore plus exotique, quand on va voir sur les langues asiatiques, c'est des alphabets complètement différents, c'est presque de la calligraphie pour nous, du dessin, donc vraiment très très différent. Oui, c'est ça, oui. Il y a cet aspect et à la fois prononciation, et il y a cet aspect à l'écrit de découvrir des signes aussi complètement différents. Donc, tout à fait. Alors, pour bien cadrer ici, l'éveil aux langues, ça concerne les élèves de quelle année à quelle année, et sur une semaine, ça correspond à quoi au niveau de la périodicité de la matière? Alors, l'éveil aux langues concerne les élèves de l'école maternelle et des 1ère et 2e primaires. L'idée est de pratiquer l'éveil aux langues l'équivalent de 50 minutes par semaine, mais ça ne doit pas se faire en une séquence. L'idée, c'est vraiment de l'intégrer dans les autres apprentissages, et donc ça peut être autant dans les rituels du matin que dans du savoir écrire, du savoir parler.
Et donc, vraiment, l'idée n'est pas spécialement de faire une fois 50 minutes dans la semaine, mais vraiment d'éparpiller ça et de l'intégrer au projet et aux habitudes de la classe. Donc, c'est vraiment une approche très transversale qui, je pense, en tout cas sur papier, a l'air de travailler plein de compétences qui se retrouvent dans d'autres sphères de compétences, dans d'autres disciplines, mais là, on les travaille via un autre angle, via une autre approche, finalement. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est que ce soit les titulaires qui sont en charge de cette heure-là, justement pour pouvoir mailler ça avec les autres apprentissages et faire des références, faire des comparaisons, aller découvrir des choses. Si c'est un enseignant qui vient juste ponctuellement dans la classe pour donner juste cette matière-là, il n'y aura pas cette intégration, il n'y aura pas cette transdisciplinarité. Mais la titulaire porte ce cours-là et permet à ce moment-là aux enfants de découvrir constamment des diversités langagières, mais aussi culturelles. Donc, on a dit ici préparer à l'apprentissage des langues, dont à partir de la 3e primaire, il y a cette nouveauté d'apprendre une deuxième langue. Il y en a aussi une à partir de la 2e secondaire, si je ne dis pas de bêtises. Deuxième secondaire. Deuxième secondaire, oui, je réfléchis pour ne pas raconter de bêtises ici. Ouais. Donc, il y a cette idée-là. Il y a aussi cette idée d'ouvrir les élèves sur d'autres cultures. Est-ce que ça permet aussi de travailler finalement la tolérance en classe, l'ouverture à l'autre, le partage? Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là dans l'éveil aux langues? Ouais, certainement. C'est une réalité dans les classes, cette diversité culturelle. Il y a beaucoup d'écoles où il y a énormément de nationalités, des enfants qui arrivent, qui doivent apprendre le français, qui s'intègrent. Et l'idée, c'est aussi de reconnaître et d'honorer cette différence comme une richesse. Voilà, on a peut-être parfois un peu l'a priori de se dire, un enfant arrive, ne parle pas le français, ça va être un problème. Non, pour lui, c'est pas un problème. Sa langue, c'est sa colonne vertébrale, ce sont ses racines, c'est cette langue qu'il utilise pour se faire comprendre à la maison, c'est comme ça qu'il communique. Et donc, pour lui, cette langue, elle est importante, elle est constitutive. Et donc, l'idée de l'éveil aux langues, c'est aussi de reconnaître chacun dans sa spécificité et de dire, OK, toi, tu arrives avec ta langue et tu as certainement des richesses à nous apprendre. Oui, c'est ça. Et je suppose qu'en le faisant en classe, ça va permettre aux élèves dont, par exemple, le français n'est pas la langue maternelle ou autre, de mieux s'intégrer et aussi de casser cette barrière qui peut exister entre les enfants et d'aller au-delà de la langue différente, je suppose. Oui, tout à fait. J'ai cette semaine-ci, justement, une élève qui est arrivée qui ne parle qu'espagnol. Et j'ai pu voir à quel point c'était hyper riche pour les autres élèves de la classe. Il y en avait qui avaient préparé des petits post-it avec des phrases en espagnol pour pouvoir lui parler le lendemain. Ils posaient plein de questions sur sa langue. Ils essayaient de communiquer avec des gestes. Et là, je me suis dit, waouh, quelle richesse pour la classe finalement. Même autant que pour la petite qui arrive chez nous, quoi. Ah oui, c'est ça, quelle richesse pour la classe, quelle richesse pour l'élève, mais aussi pour les élèves de la classe en général, qui vont transmettre aussi au fur et à mesure du temps cette plus grande ouverture. Je pense que c'est là aussi qu'on le travaille dès la base. Il y a beaucoup de choses qui se travaillent finalement au niveau fondamental, mais ça fait partie, ce côté citoyen, formé à vivre ensemble. On est en plein dedans, là, non? Je pense que notre monde en a cruellement besoin. Quand on regarde les nouvelles, on écoute les nouvelles, on lit des articles, c'est la méconnaissance de l'autre qui fait qu'on se dispute, qu'on se déchire, qu'on se défend, qu'on se replie sur soi-même. Et donc, commencer avec des enfants tout jeunes qui sont tout ouverts à ça, ils sont dans la générosité, dans l'ouverture, c'est la meilleure manière d'installer des valeurs d'ouverture et de diversité. Alors, j'avais bouquiné pas mal avant de vous recevoir, que ce soit sur la salle de prof, dans les programmes, etc. Il y avait une phrase qui revenait, enfin une citation qui revenait assez souvent. Je vais la lire comme ça tout le monde comprend et voilà. Donc ça dit, il y a éveil aux langues lorsqu'une part des activités porte sur les langues que l'école n'a pas l'intention d'enseigner. Il s'agit d'un travail global, le plus souvent comparatif, qui porte à la fois sur ces langues, sur la langue ou les langues de l'école et sur l'éventuelle langue étrangère ou régionale apprise. Alors, il y a une notion intéressante dans cette phrase, au-delà de la globalité qui résume pas mal finalement ce que c'est l'éveil aux langues, mais c'est cette notion de comparaison, comparatif. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Je pense que le fait de comparer différentes langues apporte aussi une richesse pour sa propre langue. On va avoir une meilleure connaissance de sa propre langue si on peut la comparer à d'autres. C'est comme si par exemple on apprend ce que c'est un mètre, par exemple, la longueur, on va mieux apprendre ce qu'est un mètre si on peut le comparer avec des choses qui sont plus longues, plus courtes. Et pour les langues, c'est la même chose. Le fait de connaître d'autres langues, oui, ma langue ressemble à celle-là ou elle est éloignée de celle-là. Et finalement, on enrichit sa propre langue, je pense.
Oui, c'est ça, avec souvent des ressemblances dans les mots, dans les sonorités, des mots qui, dans toutes les langues, finalement, bizarrement, se disent plus ou moins de la même façon. Ça doit être sympa aussi de le faire remarquer aux élèves et de mettre ça en perspective. Oui, les ressemblances, mais aussi les différences. On n'écrit pas l'arabe dans le même sens que le français. Et donc, se dire, tiens, mais oui, on peut écrire dans l'autre sens, parce que pourquoi pas? Et comment est-ce qu'on voit que c'est écrit dans l'autre sens? Ben là, on va sur la ponctuation, et hop, on embraye sur la ponctuation, et on renforce l'apprentissage de la ponctuation dans sa langue maternelle. Oui, c'est ça doit être quand même un sacré exercice. Hein. Alors, je ne parle pas ou je n'écris pas l'arabe, mais ça aurait été chouette pour moi de le découvrir à l'école. Malheureusement, ce n'était pas encore le cas. Il y a une chose dont on avait discuté juste un peu avant, c'est parfois il y a cette crainte chez les enseignants de se dire tiens, je ne maîtrise pas la langue. Bah, on peut parler de l'arabe par exemple, ou de n'importe quelle autre langue en fait, mais je ne la maîtrise pas et donc je ne pourrais pas l'intégrer dans les activités. Est-ce que c'est une vraie crainte ou est-ce que finalement c'est une crainte a priori qu'il faut pouvoir dépasser? Je pense que c'est une vraie crainte parce qu'elle nous revient de la part des enseignants. Maintenant, c'est une crainte qui peut être levée. Et ça fait partie aussi de toute la sensibilisation autour de l'éveil aux langues en disant, d'abord, vous pouvez faire appel à des personnes ressources autour de vous, les parents d'élèves, des connaissances, des amis, des collègues dans l'école qui parlent une autre langue. Donc, profitez de ces ressources autour de vous parce qu'elles sont présentes et ces gens-là maîtrisent ces langues-là. Et puis, si vous devez vous lancer et prononcer quelque chose et que l'accent n'est pas parfait, moi, même en parlant ici, j'ai un accent. Tout le monde a un accent. Et ça ne nous empêche pas de communiquer et d'essayer de nous comprendre. Oui, c'est ça, vraiment d'aller au-delà de... Il ne faut pas maîtriser la langue qu'on va utiliser dans une activité. On va peut-être en reparler encore après, mais il faut juste initier les élèves. C'est ça la grande idée, de leur montrer quelques spécificités via quelques exemples ou quelques activités. Oui, je pense que vraiment l'objectif de l'éveil aux langues, c'est vraiment de donner envie d'aller vers l'autre. Et donc, il faut vraiment développer cette notion du plaisir, d'aller vers l'autre et de vouloir découvrir l'autre. Et peu importe, si je vais à la mer et que je commande une glace en néerlandais, je ne vais pas avoir le même accent qu'eux, c'est sûr. Mais ça n'empêchera pas de montrer que je fais le pas de parler la langue de l'autre et d'avoir quand même ma glace. Oui. Et alors, il y a une notion intéressante aussi, c'est que les enseignants se sentent dans une situation où ils ne maîtrisent pas la matière, alors que pour toutes les autres matières, ils sont en maîtrise. Ils connaissent et ils transmettent. Et là, en éveil aux langues, tout à coup, ils doivent lâcher prise, parce qu'ils ne maîtrisent pas, et ils ont même parfois des élèves qui maîtrisent mieux les langues qu'eux. Et donc là, c'est vraiment un changement de posture aussi dans la tête des enseignants, de dire, je lâche et je découvre avec mes élèves. Ça, c'est intéressant pour eux, mais aussi pour les élèves, de voir leur enseignant ou leur enseignante dans une situation d'apprenant. Oui, pédagogiquement, c'est très intéressant. Ça doit changer pas mal les perspectives. Ouais. Et puis finalement, si on reprend l'exemple de l'élève espagnol, je suis sûr qu'au niveau de la prononciation, même si elle est face à quelqu'un qui le maîtrise bien, si c'est sa langue maternelle à elle aura des choses à redire sur comment c'est dit, comment c'est écrit éventuellement. Mais voilà, c'est aussi ça, ce côté très riche, oui, effectivement. Oui, tout à fait. On a beaucoup ri cette semaine à essayer de communiquer l'un avec l'autre et les enfants entre eux. Il y avait beaucoup de positifs dans ces échanges, malgré qu'il y avait la barrière de la langue, finalement. C'est ça. Si on doit revenir un petit peu en arrière, alors pendant 6 mois, tu t'es occupée, Christine, de mettre en place cet éveil langue dans différentes écoles. Est-ce que les a priori, ou comment est-ce que les enseignants abordent cet éveil langue, comment est-ce qu'ils le perçoivent en tant que tel? Mais je pense que au niveau de l'enseignement maternel, c'était déjà dans le programme depuis 2-3 ans. Donc on sentait déjà qu'il y avait des habitudes qui étaient prises dans beaucoup d'écoles. Et donc c'était surtout en primaire que c'était vraiment nouveau et que je sentais des craintes et des réticences. Mais finalement, je pense leur avoir fourni des outils, etc., pour pouvoir en tout cas se lancer dans l'éveil aux langues. Et je pense que c'est en pratiquant petit à petit que les enseignants vont être de plus en plus à l'aise et ils vont oser petit à petit plus aussi des choses avec les enfants. Oui, c'est ça. C'est en se lançant, comme on l'a dit, passer au-delà de quelques a priori ou quelques craintes, y aller et normalement, ça devrait donner quelque chose de bien et ça devrait aller dans la bonne optique. Oui, voilà, tout à fait. Et j'espère que les enseignants vont prendre plaisir à le faire dans leur classe parce que c'est finalement ça qu'ils transmettront aux enfants aussi. Que s'il y a une réticence, alors on transmet la réticence aux enfants aussi. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai que si on veut donner le goût de la langue de l'autre et le goût de l'ouverture aux langues, mais tout en étant réticent, ça va être plus difficile à obtenir comme objectif. Oui. Ok. Si on doit prendre quelques petits exemples pratiques, moi j'avais vu ce fameux exemple du kamishibai plurilingue.
Si on doit expliquer celui-là ou un autre qui te viendrait en tête, d'exemples pratiques liés au éveil aux langues, ce serait quoi? C'est vrai que le Kamishibai est un bon exemple parce qu'on va souvent partir, en tout cas je pense que c'est une bonne base de partir de la littérature jeunesse. Il y a vraiment beaucoup de livres maintenant qui sont disponibles autant en français que dans une autre langue et donc on peut faire appel, comme on disait tout à l'heure, à des parents de la classe par exemple qui parleraient une autre langue pour venir raconter une histoire qu'on connaît en français, venir la raconter dans une autre langue. Et donc c'est vrai que ça peut être le départ de plein d'activités. Et le Kamishibai, pour ça, est très riche aussi. C'est un support qu'on n'utilise pas tous les jours. Et donc déjà, il y a la découverte du support du Kamishibai. Et souvent, on intègre des petites chansons dedans, etc. Donc, Oui, c'est vrai que cette dimension, on n'en a pas encore parlé, mais de la chanson, de la sonorité est très importante dans l'éveil aux langues. Oui, la chanson, c'est un moyen mnémotechnique aussi de se souvenir. Donc, ça marche toujours. Effectivement, la sonorité est associée. Mais il n'y a pas que les chansons. Il y a des petites comptines, il y a des petits jeux, des petits rituels, des phrases types que les enfants apprennent, des petites salutations, merci. Il y a moyen d'intégrer ça dans tous les aspects de la vie de la classe. Oui, c'est ça. Finalement, il y a autant d'idées que d'activités qui pourraient être amenées. Et si on arrive dans les périodes de fête, je suppose que ça s'y prête particulièrement bien à faire des chansons sur la thématique, en mélangeant un petit peu les mots des différentes langues ou autres, je ne sais pas. Mais Oui, tout à fait. Ici, moi, j'ai comme projet de faire une carte de Noël où les enfants vont intégrer Joyeux Noël dans différentes langues sur la carte et vont pouvoir, ce sera un exercice de graphisme en même temps et de découverte d'autres langues. Je pense que tout au fil de l'année, il y a moyen d'intégrer dans les différents thèmes qui sont travaillés, chaque fois des petites touches de différentes langues. Au fur et à mesure de l'année, à la fin de l'année, se dire finalement, on a fait beaucoup de langues qui nous entourent ou qui sont même beaucoup plus loin. Et c'est aussi de là que vient cette richesse d'avoir fait un panel assez grand. Oui, tout à fait. Et je pense qu'en plus, chaque année, les enfants vont avoir des professeurs différents qui auront des affinités avec des langues différentes. Et donc, ça va être riche, justement, alors de pouvoir découvrir plus de langues différentes et pas toujours juste le néerlandais ou l'anglais, parce que c'est ceux qui sont les plus proches de nous dans notre culture, mais d'avoir justement on parle plein de langues. Ouais. On parle de faire sa biographie langagière. Et donc, on propose aux enseignants d'abord de le faire en disant, quelle langue est-ce que vous parlez ? Quelle langue est-ce que vous connaissez, quelques mots? Quelle langue est-ce que vous entendez autour de vous? Quelle langue est-ce que vous pratiquez en vacances? Quelle langue est-ce que vous aimez? Vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Et on est curieux, on est toujours surpris de voir que finalement la liste des langues auxquelles on est confronté est large. Et c'est la même chose pour les enfants. S'ils faisaient cette biographie au fil de leur cursus scolaire de la maternelle jusqu'à la P2, ils pourraient être exposés à beaucoup de langues différentes. Oui, c'est ça. C'est bien parce que ça répond à une question que j'avais notée, que j'ai oubliée, qui était comment est-ce qu'on choisit entre guillemets, choisit les langues qu'on travaille ou, je suppose, c'est en fonction des retours des élèves. Oui, ça, c'est en fonction vraiment des ressources qui sont disponibles. Et chaque année, on a des enfants différents en classe qui ont un parcours langagier différent. Donc, chaque année, c'est des ressources qui sont nouvelles. Et on peut exploiter celles qu'on a déjà exploitées avant, faire appel à des personnes extérieures. Comme ça, il y aura un deuxième exemple pratique ou encore un autre exemple pratique finalement d'activité d'éveil aux langues. Alors, j'ai découvert l'outil qui s'appelle la boîte à histoire. Et en fait, on ouvre une boîte, on entoure cette boîte d'un peu de mystère, parce que ça marche bien avec les petits. Et alors, dans la boîte, il y a toute une série d'objets symboliques qui représentent des personnages d'une histoire. Et donc l'histoire se construit en sortant les personnages et les objets au fur et à mesure de la boîte. L'enseignante raconte l'histoire, de préférence d'abord en français, et puis on fait la même chose dans une autre langue. Et les enfants font le transfert en voyant sortir les petits objets symboliques au fur et à mesure de la boîte. Alors l'enseignante peut le faire en français, puis demander à un parent de venir le raconter dans une autre langue. C'est vrai que les enfants, quand on voit comment les enfants participent à cette activité, ils sont vraiment médusés, ils aiment. Il y a aussi cette notion-là importante, c'est faire intervenir les parents ou les mêler aux activités. Je crois que ça, c'était vraiment dans l'approche pédagogique prônée par l'éveil aux langues. C'est important, cette relation avec la famille, soit instaurer une meilleure relation, soit de briser évidemment justement cette barrière de la langue ou autre. C'est important, ça. Oui, je pense que les parents qui parlent d'autres langues, ça fait partie de leur identité. Et je pense que c'est important pour les enfants de se sentir reconnus dans leur identité. Et voilà, parce qu'à l'école, on parle que français. Et finalement, pour certains enfants, ce n'est pas la langue de la maison.
Et donc, voilà, je pense que c'est important que chaque enfant soit reconnu vraiment dans son identité langagière et culturelle. Oui, c'est ça. On revient avec la tolérance, l'ouverture à l'autre. C'est bien, effectivement, d'être reconnu pour soi en tant que tel et pas devoir, effectivement, soit obligatoirement parler le français, même si c'est la langue de l'école, mais de pouvoir promouvoir sa propre culture et sa propre langue. Tout à fait. Oui, et c'est une belle porte d'entrée pour renforcer les liens avec les familles, les liens école-famille. On travaille beaucoup sur le bien-être des enfants et quelque part de permettre aux parents d'entrer dans l'école par ce biais-là. C'est aussi une belle réussite. Mais ça ne s'improvise pas non plus parce que les parents... ils ne sont pas enseignants, ils n'ont peut-être pas l'habitude de parler à un grand groupe, ils sont peut-être un petit peu timides. Et donc, on conseille toujours aux enseignants de prendre un peu de temps de préparation avec les parents pour leur dire, voilà comment on s'adresse à un groupe, voilà comment on tient son livre, voilà comment on parle, en articulant clairement, etc. Des choses qui nous semblent évidentes, mais qui ne le sont pas pour ces parents-là. Et qui permettent de déstresser aussi leur intervention, parce qu'il y a des parents qui sont quand même assez stressés en disant « je dois bien faire, je ne peux pas... » Voilà. Donc, un peu de les mettre à l'aise et de préparer ce temps d'intervention, c'est important. Oui, on ne s'improvise pas prof non plus, hein, mais c'est un métier, hein, il faut le rappeler. Hein, je pense qu'on ne serait pas content ici, ceux qui nous écoutent, si on devait le dire. Mais oui, effectivement, je pense que c'est bien d'insister sur ce lien avec les familles et de bien préparer ces activités pour les intégrer dedans, quoi. Ouais. Oui, et je pense que c'est une manière vraiment positive de faire rentrer les parents dans l'école et pas se voir juste pour les bulletins ou se voir juste quand ça ne va pas. Là, c'est une occasion vraiment d'avoir un lien positif. Oui, parce que ça, c'est vrai que en plus, c'est une thématique très, très à la mode, malheureusement, où il y a de plus en plus de difficultés entre école et parents. Là, c'est une bonne porte d'entrée, comme tu viens de dire, très positive, hein, et qui permet de mettre en valeur tout le monde. Je pense qu'à partir du moment où tout le monde est déjà considéré en tant que tel et pour sa propre culture, etc., ça va faciliter grandement les choses, grandement les relations. Certainement. Est-ce qu'il y aura encore des facettes de l'éveil aux langues ici dont on n'aurait pas encore parlé ou pas encore évoqué et qui viendraient comme ça spontanément? Moi, je voudrais élever un tout petit peu le regard et dire qu'en faisant d'éveil aux langues, on amène les enfants à travailler sur ce qu'on appelle la métacognition. Donc à dire, tiens, quelle stratégie est-ce que je mets en place quand je ne comprends pas quelque chose? Ici, en l'occurrence, une langue. Qu'est-ce que j'utilise comme outil autour de moi ou en moi pour essayer de décrypter? Et donc, c'est très intéressant d'amener les enfants à réfléchir à ça parce qu'ils peuvent après le transposer sur n'importe quelle matière. Quand je ne comprends pas quelque chose, je ne dois pas rester bloqué sur mon incompréhension. Je peux regarder autour de moi, regarder comment mon voisin fait, me souvenir de ce que j'ai fait avant, de ce que j'ai vu, entendu, etc. Donc, c'est une belle porte d'entrée vers ce qu'on appelle la métacognition. Donc, amener les élèves à réfléchir sur leur manière d'apprendre et de comprendre les apprentissages. Ok, effectivement, c'était bien de le signaler. Alors, je reviens souvent avec des exemples, mais est-ce qu'il y a un exemple pratique qui permettrait de mettre cette dimension-là en valeur? On parlait de la comparaison des langues. Oui. Voilà, ça c'est une belle mise en situation. On se dit, tiens, je me retrouve par exemple par rapport à un texte avec des images. Je ne comprends pas du tout l'histoire, mais je vais utiliser les images pour essayer de comprendre, faire des hypothèses, vérifier les hypothèses à la page suivante, faire des liens avec ce que j'ai vu ailleurs ou entendu avant, des choses dont on a parlé en classe. Ça, c'est émettre des hypothèses, c'est par exemple une stratégie d'apprentissage qu'on peut enseigner de façon théorique, mais c'est bien plus intéressant et bien plus porteur de l'enseigner par une activité. Ouais. Les enfants ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire de la métacognition et qu'ils apprennent une stratégie, mais ils sont dans un apprentissage très intéressant. J'ai une activité qui me vient en tête, d'observation, de couverture d'un même livre, mais qui est dans différentes langues. Et donc, par exemple, un livre où il y aurait Blanche-Neige dans le titre. Et donc, on essaie de reconnaître le mot Blanche-Neige sur les différentes couvertures. Et après aussi dans le texte. C'est finalement des choses que les enfants travaillent quand ils apprennent à lire en français aussi. Ils vont mettre en place les mêmes stratégies que dans l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est une activité intéressante d'éveil aux langues. Catherine, tu m'avais signalé aussi qu'il y avait beaucoup de formations pour l'éveil aux langues. Est-ce qu'on peut un peu les lister ou en tout cas en parler et les mettre en avant? Oui, il existe pour le moment 2 formations en éveil aux langues. 2, c'est déjà beaucoup. La première, donc, qui s'intitule Éveil aux langues, ouverture aux langues et à la diversité culturelle. Donc là, on a vraiment les 2 termes essentiels. Et puis une autre qui fait le lien entre l'éveil aux langues et l'ECA,
Donc l'ouverture à l'éducation culturelle et artistique en lien avec le parcours d'éducation culturelle et artistique. Donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut intégrer ces deux disciplines. Et je pense qu'après ce qu'on a expliqué maintenant, ça semble évident. Il y a vraiment plein de liens à faire avec tout ce qui est culturel et artistique. Je pense que ce sera ici les mots de la fin de cet épisode de l'heure de fourche. Merci à Catherine et à Christine, je regarde la mauvaise, d'avoir été nos invités éclairés dans cet épisode dédié à l'éveil aux langues. On espère qu'on aura pu vous donner des clés pour mieux comprendre ce qu'est l'éveil aux langues, ou mieux vous imprégner de cette approche pédagogique, pour pourquoi pas vous donner quelques idées d'activités et autres à réaliser avec vos élèves. Alors pour aller encore plus loin, je vous rappelle que vous retrouvez quelques ressources dans le descriptif de l'épisode. Là, on peut par exemple citer les ressources de la salle des profs. Il y a aussi pas mal d'idées dans les programmes et dans les référentiels. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez des ressources à signaler ici. Ouais, il y a un site web français qui s'appelle Dulala, d'une langue à l'autre, qui est vraiment une mine d'or. Beaucoup de ressources à télécharger gratuitement. Et puis les nouveaux programmes. Oui, c'est vrai que dans le programme, il y a pas mal d'exemples concrets, vraiment, d'activités clés en main, je veux dire, pour s'essayer, se lancer, qui sont vraiment une chouette base. Voilà, pour vraiment se lancer et oser y aller. Ok, osez y aller. Là, ce sera vraiment le mot de la fin. Donc, merci donc encore à vous deux d'avoir été mes invités. Merci aussi à vous de nous suivre épisode après épisode dans l'heure de fourche. N'hésitez d'ailleurs jamais à partager l'épisode et à faire connaître ce podcast tout autour de vous, si vous l'avez apprécié bien sûr. Et puis, on se dit à très vite dans l'heure de fourche. Ciao, ciao. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.